Bonsoir à tous. Alors, je suis Zex, j'ai avec moi Eldrim, Bonjour. et le week-end dernier, on s'est vu, on a eu une petite discussion intéressante sur la vision de jeu d'Eldrim. Alors, pour donner un petit peu de contexte, je suis un joueur novice de Malifaux. J'ai joué un peu en MK2, un peu en MK3, mais je dois avoir une quinzaine, vingtaine de parties à mon actif grand maximum. Et j'ai fait une césure là à peu près de 6 mois, un an. Et césure que n'a pas fait du tout l'ami Eldrim. Et du coup, il me parlait un petit peu stratégie, vision de jeu, distance de menace et anticipation globalement, dans un peu une discussion très méta. Et en même temps en restant très généraliste sur voilà, qui peut s'appliquer à peu près à tous les coups et qui peut servir. Et on s'est dit que ça ferait une bonne idée d'en faire un podcast qui est pas du tout préparé, hein. C'est vraiment une discussion entre potes. Eldrim, je te laisse un peu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bonjour. Bon, du coup, pas grand-chose à raconter, je joue à Malifaux depuis à peu près un an, un chouïa moins, mais je dois avoir, je sais plus, entre 100 et 150 parties et bah, justement, ce qu'on se disait, c'est que, bah, toi, tu as pas mal d'expérience dans le wargame en général et ouais, bon, on s'était dit que ça serait bien d'avoir l'occasion de discuter de concepts, un peu généraux, de ce qui se passe à Malifaux. Bah oui, en effet, je pense que du coup, bah, ça fait quoi, une centaine de parties en l'espace d'un an, c'est plutôt pas mal, je pense, pour tout le monde. Enfin, en tout cas, je trouve à mon niveau que c'est plutôt une bonne expérience, juste en l'espace de quelques mois condensés. Et ça a permis, alors, pas d'affiner un peu ta théorie, ta vision du jeu, et le mettre un peu à l'épreuve voilà, de la réalité, quoi. Et donc le week-end dernier, on avait commencé un petit peu à parler placement, principalement placement et ordre d'activation, d'un point de vue un peu général, qui permettait d'avoir une meilleure vision voilà, de la partie en cours et savoir à peu près à quel moment activer les différentes pièces au cours d'une partie classique de Malifaux. Ouais, c'est ça. En fait, étant donné que c'est des activations alternées, en fait, c'est, assez différent. Ce que tu me disais contrairement à War Machine, auquel tu as énormément joué, c'est plus compliqué d'avoir un plan dès le début et de s'en sortir. Et en fait, ce que je te disais, c'est qu'il y a une grosse partie du jeu qui se joue, à la menace. Et en fait, tu as beaucoup de figurines qui ont un rôle précis, et que tu n'arriveras quasiment jamais, en fait, à faire ce que tu peux faire avec. Mais en tout cas, la menace, que ça représente suffit en fait à rendre la figurine viable et en fait, Est-ce que c'est justement ça la base du truc? C'est que j'avais une grosse frustration souvent d'avoir des pièces et de ne pas du tout être en mesure de les exploiter à leur plein potentiel. Contrairement à des jeux, bah, avant j'étais sur d'autres types de wargames, où tu te fais un plan en début de tour et tu auras souvent la possibilité d'activer ta figurine comme tu l'avais anticipé. Mais il faut vraiment pas, et même parfois des super beaters ne font rien de la partie. Des pièces qui ont un rôle très précis n'arrivent pas à briller, à être exploitées pleinement. Et tu me disais, c'était pas très grave finalement. non, le truc c'est que quand moi je vais voir ta liste, et que je vais commencer à réfléchir à ce que tu peux faire, il y a alors c'est ma vision du jeu, hein, c'est pas forcément vrai, pour tout le monde, mais, hem, je vais essayer d'identifier en fait, les rôles, de tes figurines. Notamment, je vais dire: «OK, qui sont les gens qui peuvent me frapper? Qui sont les gens qui peuvent me déplacer? Qui sont les gens qui peuvent me poser des conditions?» et bah, en fait, je m'en fiche de savoir de quelle manière une figurine va frapper. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir qu'elle peut frapper. Les beaters du jeu, en fait, ont des grosses règles. Ça peut être des attaques supplémentaires, ça peut être, des triggers qui font mal, ça peut être du crit strike, ça peut être des et cetera et cetera. Et en fait, alors tu peux chercher à contrer spécifiquement ce que fait un beater, hein, mais c'est, on va dire, c'est l'étape d'après. Le truc qui doit t'intéresser, c'est, bah, OK, lui, c'est un beater et sa portée, c'est ça. Et ensuite, une fois que tu as ça, et bah, tu fais tout pour que, le beater ne puisse pas, te frapper dedans. Et donc en fait, ça se joue beaucoup, bah, à, mettre tout le monde très loin, attendre qu'il s'active et une fois qu'il est activé, ça te laisse le champ libre. Typiquement, on En avait sachant fait qu'il y a déjà une première difficulté là-dessus, c'est que la distance de menace n'est pas absolue. Ah bah, il faut, tu as souvent plein d'interactions qui permettent
Alors souvent qui demandent l'activation de figurines préalablement, mais d'accroître cette distance de menace, avec plein de tricks de mouvement, de placement, divers et variés. Oui, tout à fait. Mais alors, en fait, c'est compliqué. Il y a quelques crews qui font vraiment des trucs super chelous. Typiquement Tara. Tara est infernale pour ça parce que, elle a, une fâcheuse tendance à ignorer, un certain nombre d'aspects de base du jeu. Mais c'est pas le cas pour, la plupart des crews et en fait, la plupart des crews, même si tu as une figurine adverse que tu pousses à droite, que tu pousses à gauche, que tu machin, et bah, en fait, tu vas, la placer à un endroit et cet endroit, ça sera sa distance de menace, enfin, comment dire? Après, cette distance de menace individuelle est prise en compte à partir de là. Et D'accord. du coup, bah Donc en fait, tu la réévalues à chaque activation. Tu sais qu'à cette activation, lui, il peut aller à enfin jusqu'à telle distance de menace et du coup, tu agis en conséquence. Tu joues en conséquence. c'est ça. En fait, prenons Sandeep, par exemple, qui est un groupe que je connais bien. Tu prends les en Mmh. gros, l'idée de Sandeep, c'est une des idées de Sandeep, projeter un gros golem dans la face. Sachant que chaque golem a 4 de mouvement, tu as plusieurs moyens d'y arriver. Tu as le Ice Golem, par exemple, lui, il y a aucun trick de mouvement, intégré, mais il faut que tu le places. Et en fait, l'adversaire sait que, et bah, tu vas le placer à, 5 pouces de lui, que sa portée de menace, c'est 5. Donc, D'accord. en fonction de il faut qu'il prenne en compte le fait que tu puisses le téléporter. Alors oui, tu vas pas, planquer toutes tes figurines à plus de 18 pouces d'un golem dans l'espoir que, tu arrives à échapper aux, push de 4 de Sandeep et à la triple téléportation par des Windgamins et à machin. Mais en fait, l'idée, Bah, c'est c'est que exactement l'un des problèmes, en fait. En tout cas, moi, je me souviens, c'était pas le Ice Golem, c'était le Rails Golem, je crois que tu as joué plusieurs fois contre moi, avec, justement, un peu comme, la meuf des rails, j'ai oublié son nom, je vais dire Misaki, mais non, c'est pas celle-là. Mayfeng. Et donc tu plaçais des Rails tokens Oui, et alors du coup, bah, en fait, il était absolument impossible de jauger la distance parce qu'elle était quasiment finie, donc je savais que j'allais me prendre dans la face. Ouais, je crois que j'avais joué contre toi, Perdita 2, pour cette partie-là, que je suis en train d'évoquer. Alors oui, par contre, là, en fait, il y a quelque chose que tu ne connaissais pas, mais tu avais un moyen relativement simple, en fait, de contrer ça, qui était de prendre Nino et de lui mettre Expert Marksman dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça te fait une figurine qui a un armor piercing intégré. Et en fait, une fois que tu as une figurine avec un armor piercing intégré, qu'est-ce que je fais moi? Si jamais je téléporte en fait, mon Rails Golem proche de toi et ben tu y colles, 3 patates, avec armor piercing, il arrive à 2 points de vie et il explose en fait. Non, 2 patates. Oui, mais 2 puis après tu le aporelles et il retire ou, des choses comme ça. Mmh. OK, ouais, Hem je vois. et donc en fait, le fait est que, je suis quand même à un moment donné obligé de m'avancer. Et donc en fait, si on prend OK. ce cas de figure, moi j'ai un Rails Golem, toi t'as un Nino, bah qu'est-ce qu'on va faire en fait? Si moi j'avance mon Rails Golem en premier, il meurt. Si toi t'actives ton Nino par contre, là c'est la fête parce que je peux, téléporter tout lentement mon, golem, de plus en plus proche de toi et tu auras très peu de moyens de l'arrêter. Ouais, c'est bien ça, en fait, ouais. Et donc justement, c'est Et là donc que dans ce cas de figure, comment tu en tant voilà, que joueur lambda, tu peux, c'est très compliqué, en fait, de répondre à ça? en fait, alors il y a un principe, un peu général qui est que tu gardes tes grosses pièces pour la fin du tour. À défaut de mieux en fait, tu joues toujours tes grosses pièces à la fin du tour. Parce que une grosse pièce, en fait, alors il y a plusieurs trucs. En fait, il faut considérer que tu as énormément de ressources. Ta main est une ressource, tes activations et tes actions sont une ressource, et cetera. Le but, c'est de marquer des points et de contrôler l'adversaire en sachant que, comme le disent pas mal de monde, le meilleur contrôle, c'est de tuer l'adversaire. Ouais, surtout la guilde, mais oui. Surtout les guildes, mais Arca se débrouille bien, Outcast, enfin pas mal de gens sont capables de faire ça. Du coup, l'idée, c'est que, si jamais tu actives une grosse figurine tôt dans le tour, elle menace plus rien du tout. Si j'active mon Oui. golem et bah, et Oui, que derrière j'ai que des gamins, bah, c'est pas grave en fait, tu peux t'avancer, tu peux te balader, tu peux faire ton scénario, et cetera, tu vois? ouais, je vois. Mais c'est pas forcément vrai que pour frapper. Supposons que j'ai une figurine qui est capable de déplacer les adversaires, en leur tirant dedans ou même, sans TN comme certains sont capables de le faire. Bah, du coup, c'est une grosse menace dans un scénario à poteau où tu es obligé de te tenir à un endroit précis. Et donc en fait, plus tu l'actives tôt dans le tour et plus tu donnes de liberté à ton adversaire. Ensuite, C'est vrai. grosses, tes grosses pièces généralement ont besoin de setup ou alors elles ont besoin de se faire pousser ou alors elles ont besoin de, cartes. Mais si tu épuises ta main trop vite, bah, l'adversaire il a le champ libre derrière et et cetera.
Et en fait, l'idée, c'est pas Mmh. que ton activation sera moins bonne que l'adversaire, parce que tu peux te dire: «OK, bah, c'est pas grave, je claque 3 cartes pour l'attaquer, il claquera 3 cartes pour m'attaquer, ça reviendra au même». Le truc, c'est que ton adversaire, en fait, aura le choix, là où toi, tu auras pas le choix. Et en fait, à chaque fois que tu joues, bah, tu essaies de te mettre à l'abri. Donc ça veut dire que l'attaquant a souvent, un désavantage. Parce qu'il va être soit obligé D'accord. de faire un move puis charge et donc il a une attaque de moins que la cible, ou alors que, il va devoir, je sais pas, enfin, tu pas mal de manières de mettre ça en pratique. Mmh, D'accord. hem et du coup, tu Parce que oui, vas-y. alors c'est une digression, mais il me semblait que justement un peu une discussion de la semaine dernière avait un peu tourné sur le fait que tu avais tendance avec l'expérience, à privilégier le choix, donc c'est cette possibilité du coup d'activer un gros beater à la fin, pas être contrôlé par l'adversaire, était à ton sens supérieur à une potentielle alpha strike. Alors, ça dépend. C'est ah ça non mais ouais, mais je sais, mais c'est un peu toujours le problème avec ce genre de truc. En fait, Une réponse de Normand encore. bah, ouais, mais en fait, tu c'est le problème, c'est que c'est un jeu où tu ne peux pas, faire une réponse, qui va toujours fonctionner. Tu as des espèces de grandes lignes et tu as toujours des exceptions. En fait, si jamais, je peux, je sais pas, activer, une figurine et avoir, même 70 de chances de tuer ton master. Et bah, je le fais en fait, tant pis s'il s'active en premier parce que la récompense est beaucoup trop grande. Si je suis capable de, activer une grosse pièce et de mettre, je sais pas, stun plus slow à toute ta team, je le fais aussi en fait, tu vois? Ça aurait pas de sens de pas le faire. En fait, c'est toujours une question de «récompense» entre guillemets et de coût. Le truc, c'est que, imaginons que, je sais pas, tu un gros beater, mais que tu pas sûr de tuer la personne en face et que le mec en face va pouvoir, bah, soit le soigner, soit le téléporter autre part, soit le machin, bah, c'est la fin pour toi en fait, tu auras juste gâché une activation pour rien. Et en fait, ça, c'est un cas extrême, mais c'est souvent le cas parce que alors, à moins que le mec ait mal construit sa liste, mais c'est pas le cas, enfin, faut pas compter là-dessus, on va dire, en tout cas. Comment dire? Si tu fais des actions qui ont pas beaucoup d'impact, et ben lui pourra, derrière, en fait, profiter du fait que, bah, tu menaces plus rien du tout pour avoir des actions avec beaucoup d'impact. Et il y a une erreur, que font pas mal de gens, qui sont débutants, c'est de dire: «Bon, bah, je peux activer un mec qui tire fort, bon, bah, là, il a pas de bonne cible et bah, du coup, c'est pas grave, je tire et puis tant pis si je fais pas beaucoup de dégâts». Et ça, en fait, c'est vraiment pas une bonne idée. Il y a une partie, que j'avais jouée où je Ça jouais ressemble un petit peu à ce que font souvent les débutants, c'est-à-dire de pas forcément donner, toutes les chances à une figurine, moi ce que je faisais en tout cas, et je me considère un peu comme débutant encore, mais c'était le fait souvent de privilégier le nombre d'actions au focus, par exemple. C'était en me disant: «Potentiellement je peux maximiser», alors que finalement c'est très rare par exemple pour un tireur de ne pas avoir besoin d'avoir un boost, de pas avoir besoin de sacrifier une action pour avoir du focus. De faire genre 2 actions là où tu peux juste focus et tirer. Enfin, en tout cas, c'est une leçon que j'ai appris relativement tôt, pour pas oui, mal de pièces. il y a ça, oui. En fait, il faut être patient. C'est un peu la grande règle à Malifaux. Malifaux, en fait, récompense la patience. La patience de, bien faire ton setup, la patience de, bah, si tu as un crew qui pioche, même si tu as un beater qui a une belle occasion, bah, de te dire: «OK, bah, ouais, mais j'ai pas les cartes en main donc tant pis, j'active d'autres figues derrière, je temporise au maximum parce que plus je temporiserai, plus je vais piocher et plus j'aurai, une activation avec un fort impact et cetera et cetera. Alors évidemment, faut pas te dire: «Bon, bah, j'ai, une figurine à poil au milieu de 3 beaters, bon, bah, je retarde son activation», ça a pas de sens, tu vois? Mais à l'inverse, D'accord, ouais. si tu es, quasiment sûr de pas pouvoir mourir en une activation, et bah, tu un peu, tu temporises, l'adversaire va claquer quelques cartes, quelques ressources et puis après tu te retires. C'est pas mal de choses D'accord. comme ça, en fait. En sachant que, Donc tu es le certain en fait, à un moment tu arrives dans un point dans la partie où tu te dis, «J'ai très peu de probabilité de me faire alpha strike, donc au pire je tank, je prends très cher, mais mieux vaut retarder mon activation plutôt que moi-même de faire l'alpha strike et de permettre de donner cette opportunité à l'adversaire, quoi». pas vraiment, en fait. Ça dépend. En fait, alors, là, on arrive dans un autre truc, c'est-à-dire que de quand tu joues, 2 crews, tu en as souvent, bien souvent et c'est loin d'être tout le temps, un qui va avoir une meilleure alpha strike que l'autre. Parce qu'il est plus rapide, parce qu'il tape plus fort, parce que n'importe et là, ça devient compliqué. Mais
limite pas tellement le sujet, c'est-à-dire que si tu peux avoir, en fait, c'est vraiment une question d'impact. Tu peux avoir de l'impact en faisant une alpha strike, tu peux avoir de l'impact en déplaçant les figurines de l'adversaire, tu peux avoir de l'impact en collant des conditions à l'adversaire, et cetera, et cetera. En fait, il faut plus voir ça comme, une question d'impact et de dépense de ressources par rapport à ce que ça te fait gagner. Si tu as un crew, D'accord. qui se base sur des assassins, bah, Mmh. oui, tu vas chercher à faire l'alpha et de faire une bonne alpha. Mais par contre, tu vois, imaginons que tu fais une alpha, que tu envoies, je sais pas, un peacekeeper au milieu de la troupeau adverse. Si Mmh. jamais l'adversaire, il joue, plein de tireurs qui vont tous se faire engager par ton peacekeeper et du coup, ils vont tous devoir gâcher une action pour se désengager. Bah, c'est bien, tu peux l'envoyer très tôt dans le tour en plein milieu de sa team. Si par contre, bah, il a un gros mec avec anti-armure qui s'est pas activé, bah, tu vas juste suicider en fait ta figurine, ça a pas d'intérêt. D'accord. Et Ouais, je hem vois. et tu vois, par exemple, il y avait il faut jamais sous-estimer en fait, le la peur qu'a un mec de s'avancer en fait. J'avais fait une partie où on avait en gros, 2 flancs. Sur un flanc, on avait toutes nos grosses pièces et personne n'avait envie d'avancer et sur un autre flanc, en fait, on avait des skimrunners. L'adversaire en face, il jouait basse et il avait un no-stringer qui sont capables de tirer à 12 passes en, ligne de vue. Bah, en gros, il pouvait, avec un focus et 2 sévères, on va dire, me one shot un skimrunner. Et en fait, il avait aucune bonne cible et il avait pas envie de, faire un move, tir avec son Stringer parce que, bah, il avait pas de focus, tout le monde avait, de la protection, enfin bref et donc il a dit: «Bon, bah, c'est pas grave, je l'active, je le focus et machin» et en fait, bah, il a Ouais. perdu le tour, tout simplement en faisant ça. Parce que, en Comment ça, faisant il a ç qu'est-ce que tu entends par perdu le tour? Il a gâché le tour de l'activation de non, son Ostringer? il a gâché son tour complet, en fait. Parce que, D'accord. moi, j'avais 2 skimrunners de ce côté-là et donc en fait, il a échangé une activation contre 2 des miennes et du coup, et bah, à la fin du tour, sur le flanc où on avait nos gros beaters qui se regardaient dans les yeux, il a bien été obligé d'en activer un et bah, moi, j'avais plus d'activation que lui sur ce flanc-là et bah, c'est moi, en fait, qui étais en maîtrise totale du tour. Donc lui, il a Parce que dû j'ai du mal à comprendre. En gros, ce que tu expliques, c'est que, je suis désolé, hein, vas-y, vas-y, vas-y. je recontextualise parce que j'ai du mal forcément et je pense que peut-être les gens qui nous écouteront, s'il y en a, auront peut-être du mal à se projeter. Mais, donc en fait, le fait que cet Ostringer s'active a permis que, tu vois, tu actives tes 2 Skimrunners qui sinon auraient pu, se faire one shot par l'Ostringer si c'était pas activé précédemment. Ouais, Et donc tu as joué ces figurines que tu n'aurais pas pu jouer en amont sinon, ce qui t'a permis du coup de jouer plus tard dans le tour le gros beater. c'est ça. Ton gros beater à toi. OK, En ouais, je fait, vois. mes beaters, parce qu'on avait, en fait, on avait un flanc avec, des beaters, des supports, des auras, enfin, en gros, c'était un peu la baston se faisait là, tu vois? OK. Et en fait, le contrôle des activations, c'est vachement important et Mais toujours attends, oui. désolé, hein, le l'intervenant pénible. Non, non, mais vas-y. Mais en gros, ce que tu es en train de sous-entendre, c'est que si jamais il n'avait pas joué Stack Stringer, tu aurais préféré jouer en ton gros beater, donc ta pièce centrale, heu, plus tôt dans le tour et tu aurais gardé vraiment les activations de tes 2 Skim Runners, pour la fin de tour. Même de préférence au gros beater, c'est-à-dire que tu aurais joué le gros beater avant de jouer les Skim Runners. Bah, heu, c'est possible parce que en D'accord. fait, ou alors j'aurais activé, en fait, mes skimrunners, mais ils auraient pas avancé du tout, en fait, parce que la portée de l'Austringer, c'est fou. S'il fait un move focus tir avec sa bonus en tir, je crois, avec l'oiseau, Ouais, tout à fait. Je crois hem, qu'il a 5 de move, c'est un truc comme ça? Il doit avoir 12 ou 14 avec l'oiseau. C'était ouais, c'est 14 il ça. me semble Donc en gros, il a 20 de en portée, donc MK2. ou alors je reste à 20 pouces de lui et ça me casse les couilles, parce que mon skimrunner marquera pas de points ce tour-ci, il marquera probablement pas de points au tour suivant. Ou alors, bah, je l'avance, mais du coup, lui, il l'active derrière, il me one shot mon machin et j'ai juste perdu une figue, en fait. Et en fait, si je perds une figue Alors ça fait là, et ben peut-être que, comment dire? Ça revient au enfin, je perds pas la bataille des activations, sur l'autre flanc, mais en tout cas, je perds une figue. Là, en fait, surtout, bah, il avait plus le choix de le faire
et en gros, tant qu'il l'activait pas, bah, j'avais le choix de soit de sacrifier une figurine, soit de faire une activation nulle. Et surtout, ce que tu sous-entends aussi, c'est que, ton adversaire, alors sans le nommer, hein, bien évidemment, mais aurait pu potentiellement activer, d'autres figurines à moindre impact en amont, avant d'être obligé, par exemple, d'activer son Stringer. Oui, complètement. Ou il aurait pu dépenser des pass tokens à un moment. D'accord. Ouais, je vois. Il aurait pu, ou alors il aurait pu dire: «OK, bah, tant pis», enfin, il changeait son plan de tour, en fait. C'est difficile là, parce que ça fait plusieurs mois de savoir exactement ce qu'il aurait pu faire, la situation exacte, machin, mais, le fait est que, il avait l'impression d'avoir une activation à vide avec une figurine parce qu'elle avait personne à porter. Il s'est dit: «Bon, bah, elle aura pas d'impact, donc je l'active et ça me fait une espèce de pseudo pass token». Alors qu'en fait, sa figurine, gardait en respect 2 des miennes et donc en fait, et ben, il contrôlait mes activations avec cette figurine-là. Et en fait, du coup, la Ouais, menace je vois. est vachement importante. Et peut-être que lui avait l'impression que sa figurine ne faisait rien. Et si je mettais des... Bon, le stringer, c'est compliqué, mais t'as des figurines où, bah, quelquefois, t'as l'impression qu'elles font rien, mais elles font pas rien parce qu'en fait, l'adversaire est obligé de les prendre en compte. Ouais, mais en même temps, là, c'est compliqué même dans ce cas de figure assez étrange, de toute façon, c'était même pour toi très compliqué à terme d'échapper complètement à un Stringer, parce qu'il a quand même une portée de foufou, hein, on parle de 19 pouces. Oui, bah, Pour une table de Malicho, c'est gargantuesque. ouais, mais en fait, alors ça reste très théorique, mais par exemple là, j'ai avancé 2 Scheme Runners, ils ont pu, poser des schemes et ensuite le tour suivant et bah, il y en avait un qui pouvait le charger sur le stringer. Une fois que le stringer se fait charger, il explose ou en tout cas il peut exploser facilement et s'il le fait pas, il sacrifie son oiseau pour pas mourir et dans ce cas-là, il est beaucoup moins menaçant et bah, imaginons que, il me tuait une figurine à ce tour-là, il m'en retuait une autre au tour suivant, j'avais plus de Scheme Runner. Là, même s'il me tuait un Scheme Runner au tour suivant, j'en avais encore un qui avait, bah, des actions pour, je sais pas, poser des schemes, marquer des poteaux ou n'importe, tu vois? Donc Ouais, même je vois. si, j'échange une pièce, bah, c'est pas grave parce que là, ils ont fait leur taf. OK. Donc Mmh. dans ce cas-là, en fait, ça m'arrangeait énormément qu'ils le fassent et bah, en fait, enfin, il m'a filé beaucoup trop de choses, sans s'en rendre compte. Parce que c'était pas juste, des points qu'il m'a donnés, c'était des points et des activations, en l'occurrence. Ouais, je vois. Et ouais, il faut pas hésiter à ne pas avancer. Parce que, justement pour des questions d'alpha, pour des machins, c'est pareil, souvent tu te dis: «Bon, bah, si je fais rien, faut que j'avance». Et en fait, c'est une bêtise Ouais. que font beaucoup trop de gens, c'est trop avancer, ça sert à rien d'avancer, en fait. Enfin, en tout cas, de trop Bah, avancer. là aussi, ça dépend, j'ai presque envie de pas la même chose que toi, parce que normalement, enfin, en tout cas, après, j'ai pas beaucoup joué depuis, le Gaining Ground 3, mais le Gaining Ground 2, tu pas mal de scénarios quand même qui se jouent, soit du côté de l'adversaire, soit sur le centre du terrain et ne pas avancer, du coup, c'est tu perds en contrôle de table, en fait, Oui, mais contrôle de terrain. alors l'idée, c'est pas de dire qu'il faut pas avancer, c'est qu'il faut pas absolument avancer. Tu vois qu'on avait fait une partie avec, Perdita 2 contre Marcus. À un moment, t'avais Mmh. pas vraiment de bonne cible avec, Santiago. Tu l'as avancé parce que, bah, il fallait qu'il avance sur la table et puis après, il s'est pris un gros chat, sur la tête et une Miranda et il est mort, sans avoir rien pu faire. Ouais. Ah mais là, c'est ouais, alors justement, bah, c'est bien que tu prennes des exemples et tout, parce que moi, tu vois, j'ai vraiment pas su quoi jouer. En même temps, je découvrais Marcus, hein, mais parce que de toute façon, le chat, le terrain faisait que je pouvais pas l'attraper, et en fait, il me serait arrivé sur la gueule de toute façon. Donc il y avait un peu un côté résignation où je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, j'avance», parce qu'à un moment, tu vois, dans ton plan de jeu, de toute façon, tu un peu bloqué de tous les côtés, t'as pas de «solution» entre guillemets facile. Oui. Donc période de paradis, tu avances. Toi, t'aurais fait quoi? Parce que dans ce genre de cas, tu l'aurais gardé vraiment pour la toute fin, la Santiago? Alors, ça dépend. Si tu es sûr qu'il va mourir, tu pouvais l'activer, sinon tu pouvais le laisser juste loin en arrière. Et genre Non, j'étais vrai pas sûr qu'il bah, loin en arrière, ouais. parce que imaginons que je suis obligé de faire un leap, un move, une charge pour le choper, bah, il meurt pas. Et si jamais, bah, je fais un leap, charge et double attaque sur, une autre figurine et que je te tue, je sais pas, Abuela, Mamie Zinzin ou
je sais pas, Papa Loco ou n'importe. Alors, Mamie Zaza et Abuela, sont une seule et même personne, hein. Je pense que tu peux préciser qui est Mamie Zaza, hein, je Oui, pense oui, oui. Abuela Ortega, c'est la petite vieille, hein. Non, non, mais j'ai ouais, alors je précisais, mais c'était pas très clair. Mais ouais, en gros, imaginons que le chat te tuait Abuela ou qu'il te tuait, Papa Loco ou qui enfin, tu vois, ça aurait été pas ouf, hein, parce que Santiago derrière aurait pu l'allumer le tigre. Et en C'est fait, vrai, ouais. vous pouvez avancer d'autres figurines et garder, lui derrière. Alors, si oui, j'avais fait, Leap Move Charge, j'aurais pu l'atteindre en fait, parce que tu fais toute la table avec Marcus. Mais en fait, dépenser une activation d'une figue à 9 points pour même pas tuer une de tes figurines, en sachant que juste après, j'ai toutes les chances de me faire, de mourir parce que tu as 40 000 tirs avec, ton croc, bah, je l'aurais peut-être pas fait, tu vois? Ou j'aurais réfléchi. Ou alors après tu avais d'autres moyens, mais bon ça c'est spécifique au terrain, tu aurais pu jouer paquet, ce qui fait que, le tigre aurait pas eu, moyen d'atteindre, les gens qui étaient derrière parce qu'il a un gros socle et j'avais pas de blast, dans cette team. Là tu t'étais un peu éparpillé, tu avais des murs qui te bloquaient tes lignes de vue, ce qui était chiant et surtout en fait tu avais joué, le Santiago? non, 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 le mec au corps à corps. c'était non, hein. Ouais, ouais, ils ont des noms de villes, attends, c'est quoi ces familles, hein? J'ai Ouais, oublié le nom de le henchman, hein, de Perdita. ouais, celui qui frappe comme une brute, et qui est immortel au corps à corps. Francisco. Voilà, Francisco. Francisco. En fait, tu avais poussé, poussé, Bah, tu vois, poussé moi, Francisco. c'est lui que je voyais plus en tant que beater. De toute façon, c'est vrai que Santiago, je savais pas trop comment l'identifier, donc je l'ai mal identifié, je pense. Mais pour moi, c'était Francisco. Et Ouais, j'avais essayé de faire une Alpha Strike, et qui était pas forcément très rentable, tu semblais me dire avec le ouais. recul. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as dépensé des concentrations et des apporels et des machins pour le pousser, et il a chargé dans ma zone de déploiement mon cavalier, qui était une figue à 11 points. Et T'as flingué. début de tour 2, il l'a tué. Bon. Donc là, ça s'est bien passé. Mais tour 3, eh ben, il a fait un double walk, et tour 4, il a refait un double walk quasiment. Donc, tu m'as tué un cavalier, mais derrière, tu as perdu, quasiment 2 activations de, Francisco. Et imaginons que tu me le tuais pas, il y avait une possibilité que tu me le tues pas, soit Oui, parce c'est que, vrai que c'était je dois je être sur 50-50, un truc comme ça, je pense, je de pense que base survivabilité. tu avais plus de chance en fait peut-être, mais, imaginons que j'avais une grosse carte en main ou imaginons que, j'avais gagné l'initiative du tour suivant ou n'importe, le cavalier il faisait, move, move, ride with me et en fait, tu aurais perdu un corps 2 activations de Francisco pour quasiment rien. Donc en fait, en cherchant absolument à faire une alpha, tu as envoyé quelqu'un très loin dans un crew où tu pas beaucoup moyen de revenir vite. Ouais, Hem complètement. C'est vrai. et en Et surtout, ouais, fait c'est un crew très très lent, hein, vraiment très bulle. c'est ça. Ça avance de 4 ou 5 par tour, c'est pas la fête, hein. Et Il n'y là, a c'est pas pareil. de Pathfinder. Imaginons que ton Francisco, en fait, tu l'avances un peu. Bah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que si j'avance mes figues pour les imaginons, tu vois, que je dise: «Ah bah, OK, je veux pousser mes figues en avant avec, mes Order Initiate, ma Miranda, mon Marcus pour après le charger», et bah, Francisco le recharge derrière et tu vois, c'est le concept tout à l'heure de distance de menace. Je peux pas me rentrer dans la zone de menace de Francisco parce que je vais me prendre, 3 attaques, avec, beaucoup de dégâts et une stat 7 et enfin bref, un truc infernal. Donc je vais mourir quasiment sûr. D donc en fait, tu crées une espèce de zone d'interdiction autour de lui et ma seule manière de t'attaquer, c'est en, comment dire? En attaquant hors de sa zone. Donc déjà, ça fait que, tu gagnes énormément de place, parce que si tu me fais dépenser une action pour m'approcher, bah, avec le croc de Marcus en particulier, c'est souvent 2 attaques parce que les plupart des dégâts du croc de Marcus, ça se fait sur, un onslaught. Donc chaque action, c'est 2 attaques en fait. Et cetera et en fait, je sais que si je charge avec mon tigre, bah, déjà je tuerai pas Francisco en une activation, parce que Francisco avec un lead line coat, c'est immortel et ensuite, même si j'essaie d'aller charger Santiago et que je tue Santiago, bah, OK, bah, tu me charges avec Francisco et tu me tues un tigre, donc on échange une figue à 9 points contre une autre figue à 9 points. Tu vois ce que je veux dire? En sachant que moi je pars avec un désavantage parce que, si je te tue pas, bah, j'ai juste perdu une figue pour rien, littéralement. Parce qu'après, bah, Santiago il est juste à reculer 2 fois et puis, bah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc en complètement. fait, le fait de garder Francisco dans ta team, dans ce cas particulier, hein, je veux pas que les autres joueurs guild m'insultent parce que je dis des bêtises, mais, dans cette partie-là, en fait, tu m'aurais causé beaucoup plus de problèmes si Francisco était avec ta team
et tu retardais vachement son activation et il aurait peut-être jamais pu charger personne, parce que je me serais mis à l'abri à chaque fois, mais et bah, rien que sa présence fait que, j'aurais pas pu avancer. Je vois, je comprends mieux. Ça se tient. Et en fait, faire une alpha avec un crew, bah, justement comme Marcus qui est capable de faire, 12, et 6 et 2, donc 12 et 8, 20 pouces de mouvement avec un tigre par exemple, quasiment en comptant le leap, la taille de son socle, blablabla, bah, c'est pas la même que de chercher à faire une, alpha avec, quelqu'un qui a 5 de move et qui a pas un Impidod, tu vois? Parce que, si tu pars très loin, tu peux pas revenir. OK. Non, mais c'est s'entend. Là, c'était plus, ouais, du coup, de l'ordre de, en fait, c'est, ouais, c'est la vision court terme qui l'a emporté sur, la vision un peu plus globale, en termes de, d'activation limitée et de, et ouais, ça d'intérêt à l'envoyer là où il est allé, même pour tuer un cavalier, quoi. Ouais, c'est ça. Et finalement, tu vois, un gros Francisco, si moi je joue très, très défensif, et ben dans le pire des cas, son activation, c'est il se replace, il gagne un focus. Et un focus, faut pas oublier que c'est une ressource très précieuse pour, la suite de la partie. Donc en fait, juste bien te placer, gagner des ressources, ça te met bien pour les tours suivants. Et si jamais il ne Mmh. peut pas charger, eh ben c'est que tu as créé une zone d'interdiction. Donc ça veut dire que si lui était bien placé à côté d'un objectif par exemple, eh ben le fait que je ne m'avance pas, ça me deny des points. Donc en fait, juste en Ouais, existant et en étant bien placé, il me deny des points. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais alors, imaginons, si on est dans un match avec un peu un joueur, expérimenté qui commence, enfin, en tout cas, qui partage une partie de ta vision de jeu. Mmh. Ça devient extrêmement compliqué parce que potentiellement, vous allez en arriver à, anticiper tous les 2 vos distances de menaces respectives et notamment, plutôt réserver vos grosses pièces pour la fin de tour. Donc en fait, ça va être un peu le jeu de qui est-ce qui arrivera à jouer en dernier. Enfin, celui qui arrivera à jouer en dernier aura gagné un peu ce duel de contrôle entre les 2 joueurs et parfois, bah, ça va dépendre un peu de ta main de départ, la taille de ton crew, tes pass tokens ou que sais-je, ou même l'initiative, quoi. Alors, ouais, mais alors, ça dépend énormément de qu'est-ce que tu joues contre qu'est-ce que tu joues. D'accord. C'est-à-dire que, tu vois Marcus Perdita, d'un côté, tu as une bulle lente, qui a énormément de tirs, et mine de rien pas mal de soins avec le Guildmage, contre un crew qui est fragile, mais qui est extrêmement rapide. Et donc, bah, la manière d'approcher, change. Hem, Moi, là, dans ce qu'on imaginons que tu restes dans une bulle, que tu retardes tes activations, que machin et que je ne peux pas rentrer dans la bulle, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de jouer sur la rapidité. En fait, je vais, placer en gros mes beasts, tout autour de toi. Je vais attendre que, il y ait quelqu'un qui te soit un peu à la traîne, je vais lui sauter dessus, essayer de le tuer et me barrer. Ou alors je vais faire, je vais comment dire? Charger, puis ensuite je vais leap pour me reculer et mettre, à des endroits où si tu viens me chercher, bah, tu es obligé d'éclater ta bulle et bah, tu es obligé de reculer, donc de ne pas marquer de points. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment très spécifique au match-up. Et l'idée toujours en fait, c'est que, bah, à un moment, il faut que je marque des points. Il faut que toi aussi tu marques des points. Et il y a je suis arrivé assez peu de fois dans des situations où, la partie était vraiment coincée. Ça m'est arrivé une fois, on jouait à un Cursed Object, donc un scénario où il faut tuer du monde. Je jouais avec Kairis contre, un Everborn qui avait, comment il s'appelle? Hildegarde, qui est un modèle qui fait que tu peux pas gagner de flip positif avec, le focus. Et Attends, je sais même pas de qui on parle. en gros, c'est juste un modèle qui a une aura qui fait que les adversaires peuvent pas bénéficier des flips positifs des focus. Moi, j'avais OK. un crew de tir, globalement, hein, et lui, il avait, il jouait Pandora, donc c'est une espèce pardon, je vais y arriver. Donc c'est une espèce, d'immonde, bulle défensive. Si je charge dedans, je vais me prendre des stuns à l'infini et je vais me faire ping. Si je lui tire dedans, et ben, en fait, il était dans du concealing, je pouvais pas avoir mes flips positifs avec mon focus, donc bah, je le tirais uniquement en négatif. Donc en fait, si jamais il était resté dans un coin de la map et qu'il avait jamais avancé, j'aurais pu marquer aucun point. Parce que tout le reste du pool, c'était, poser des schemes à côté de lui, ou des vendettas, ou assassinate, ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est la D'accord. Bon. seule partie que j'ai faite où, à la fin de la partie, en analysant, on s'est dit que, bah, il était resté dans un coin et qu'il avait pas bougé de toute la partie, et bah, j'aurais pu marquer 0 point.
Mais c'est un cas de figure un peu particulier. C'est vraiment au niveau du tirage de scheme, il y a aucun moyen de gagner de scheme sans être à proximité de l'adversaire, quoi. C'est ça et donc en fait mais tu vois ça m'est arrivé une seule fois en plus d'une centaine de parties. Donc globalement, le jeu est suffisamment équilibré, pour que tu puisses te dire que en fonction du choix de ton master et bah, tu puisses marquer des points, même si l'adversaire, te «contre» entre guillemets. Il faut juste, bah, changer de stratégie. Et c'est pour ça que le jeu est riche, c'est parce que tu peux aller chercher, bah, des mots-clés, des versatiles, des machins et te dire: «OK, bah, la stratégie de base de mon master ne fonctionnera pas, je me fais hard counter, bah, c'est pas grave, j'essaye autre chose». Je me concentre sur d'autres types de stratégies et j'essaye de sauver les meubles. OK. Bah, du coup, ça reste quand même très contrôle comme vision de jeu, Pas vraiment. pour moi. Non? Bah, OK, non, mais c'est juste l'impression que j'en avais en tout cas, C'est OK. ju quand tu joues pas contrôle, faut quand même être patient. C'est-à-dire que, tu peux pas envoyer un beater au milieu des lignes adverses, en premier si tu pas sûr de tuer, le beater adverse globalement. Ou alors si tu pas sûr à 100 de résister derrière. Sauf avec Tara par exemple, parce que Tara par exemple, la 2, elle est capable de, à la fin de l'activation de l'adversaire, téléporter une figurine, heu, assez proche de lui. La figurine peut charger, faire des trucs, et à la fin de l'activation, elle se retéléporte. Donc en fait, t'ignores un peu cette notion de menace, de machin, de truc, et la 1 peut s'enterrer et bah, une fois qu'elle est enterrée, elle ressort, chez elle et c'est pareil. Ah, Donc c'est il y a pas eu une blague où, je sais plus quoi, il y avait Furtifree qui était absolument ignoble à un moment lors de la méta de la si, bah, au moment où j'ai ouais, il y a 6 mois, 1 an, je sais plus quand, justement, parce avec qu'en Tara. fait, tu pouvais capturer avec 33 et 33 avait un pine box un peu spécial parce que quand tu sortais, du bury et bah, tu étais, unbury à côté de lui. Et donc comme il pouvait, charger toute la map quasiment, pinebox quelqu'un avec une stat élevée, et ensuite se retéléporter, bah, dans ta zone de déploiement, c'était beaucoup trop facile si t'avais un 13 en main d'aller capturer le master adverse et bah, une fois qu'il se unbury, il se unbury chez toi. Enfin pardon, dans tes lignes de déploiement. Du coup, bah, le mec perd son master tour 1 et c'est un peu nul. Et le seul moyen quasiment de faire ça, c'était, bah, de prendre des take the hit ou, je ne sais pas, il y avait pas beaucoup de tech qui étaient capables de contrer ça, ce qui Ah, je était vois, un peu je vois. oppressif. Et du coup, par contre, ouais, là, elle peut ignorer un peu toutes ces notions-là. Bah, encore aujourd'hui, moins, mais elle est capable. Alors qu'il y a d'autres crews, bah, tu peux pas, en fait. Et c'est pour ça que je te disais identifier des rôles et tout, et c'est valable pour toi aussi. L'idée, c'est qu'il faut te dire, bon, bah, à quel point l'adversaire tank et à quel point il peut se permettre d'envoyer une figurine là. Ça veut aussi dire qu'au moment de créer ta liste, il faut que tu aies une vague idée de ce que l'adversaire peut jouer et de prévoir en fonction. Si tu sais que tu joues contre un Hoffman avec tout son crew qui a 2 d'armure, bah, tu prends de l'anti-armure chez toi parce que sinon, en fait, tu vas le chatouiller et il s'en foutra, en fait, de tes menaces, globalement. Ouais, ça c'est un des trucs, je trouve, les plus difficiles, à Malifaux déjà, enfin le jeu est, je trouve, assez exigeant, toujours à l'aune de mes, 15 ans parties, hein. Et très exigeant sur le degré de concentration que tu as besoin de déployer pendant la partie pour te souvenir exactement déjà de toutes les interactions avec tes figurines, de ton plan de jeu, de machin. J'ai encore du mal à poser des rôles sur des figurines et de comprendre aussi les mécanismes, qui sont inhérents au crew, auquel tu fais face et arriver, avant tu vois, en amont du coup d'adapter ta liste en conséquence quoi et ton gameplay en conséquence. Oui, mais Mais du coup, alors, ça rejoint un peu ce que tu disais avec l'identification de rôle, c'est qui ça. vient avec l'expérience et la connaissance, quoi. En fait, il faut pas hésiter, quand tu as un adversaire qui joue quelque chose que tu connais pas trop, à demander. Et globalement, tu as assez peu de choses que tu as besoin de savoir sur un crew, on va dire, p pour, arriver à jouer contre sans que ça soit un no match total. Ah oui. D'abord, comment il fait des dégâts? Est-ce que c'est du corps à corps? Est-ce que c'est du tir? Est-ce que ça joue sur des triggers? Est-ce que ça joue sur du hasardous? Est-ce que ça joue sur et cetera? Et ensuite, quels sont ses moyens de défense? Est-ce que ses moyens de défense, c'est de te coller des conditions? Est-ce que c'est de l'armure? Est-ce que c'est, des flips négatifs? Est-ce que c'est, du concealing? Est-ce que c'est et cetera? Et en fait, une fois que tu as ça, ça te donne déjà une bonne idée globale, de ce qui se passe en face. C'est rare que, un crew fasse tout à la fois. En fait, c'est assez facile de prendre n'importe quelle, référence du jeu et dire: «Oh mais vas-y, c'est extrêmement fort», mais en fait, ça ne te dit pas ce que la figue n'a Ce que pas, je en fais fait. souvent, hein.
Bah, ouais, mais, en fait, on ne sait jamais ce que la figue n'a pas. Et une figue n'a ja enfin, un crew a rarement tout, et absolument tout. Genre, du tir, des sorts, des attaques de mêlée, de l'armure, des flips négatifs, du distract, du stun, et cetera, tu vois? Hem, il y a des crews qui ont un peu de tout, mais pas en masse. Et du coup, bah, c'est des crews qui Tu deviennent as ultra pas de poly l'effet saturation, quoi. non, c'est ça, et du coup, c'est ultra polyvalent, mais ça devient compliqué à jouer contre, mais bon, c'est ouais, c'est un jeu un peu différent, quoi. Mmh. Ouais, je vois. Donc en fait, bah, ouais, il faut pas hésiter à demander à l'adversaire c'est quoi ses règles. Et tu vois, par exemple, tu joues guild, si un mec te dit, Excuse-moi, bah, moi comment je peux te défoncer? Comment je te bats? mais non, Attends, c'est hyper simple, tu mets plein de terrains de fil autour et après je peux rien faire. Voilà, mais bien par exemple, tu joué. vois, moi je joue guild, je joue arcaniste, tu joues guild. Si jamais je joue, bah, Hoffman, Sandeep ou quoi, bah, je peux te prévenir, de façon un peu, fair play que, bah, ouais, OK, j'aurai un crew armure. Hem, bon, Hoffman, c'est Ce que tu ne fais jamais, hein, bah, oui, parce rappelons-le que quand tu me même. demandes pas plus que ça. Faut pas que ça soit pas faire oui, mais c'est toi, tu pourrais être fair play dans l'absolu, quoi. Mais non, mais je veux dire, je me rends pas compte à quel point tu connais ou pas, en fait. Et tu vois, le truc, c'est que tu as pas besoin de lire en détail chacun de mes profils et de, réfléchir à tous les combos avant de la partie, et cetera, parce que bon, bah, il faudrait 4 heures de préparation et 3 heures de partie. Mais, Mais c'est ce que après je sais ce que je fais souvent et je sais pas à quel point c'est un comportement qui se retrouve chez les personnes qui débutent à Malifaux, mais moi j'aime bien lire le profil pour le digérer et tout, mais en fait, bah, non, tu pas le temps en fait. Plus j'avance et plus je me rends compte que, déjà ça fait perdre 20 minutes à tout le monde, enfin moi et mon adversaire et je retiens pas. J'ai pas le temps pour retenir vraiment et pour voir l'interaction et c'est plus un truc qui a l'impression qu'il faut être soit on te donne les grandes lignes, soit c'est vraiment, à froid en écoutant une présentation de Robin ou je sais pas qui parlera du crew où tu mieux tu peux plus digérer un peu tout ce qui se dit, quoi. ouais, carrément. Mais taper en amont, juste avant, compliqué, quoi. Ouais, les Tactica de Robin et sont vachement bien, faut aller les écouter, c'est très cool. Hem, si je pense, je mettrai un lien en description et non, non, mais Je pense pas sérieusement. qu'il en ait besoin honnêtement, Non, mais c'est pas ouais, grave, non, on sait jamais et en vrai, ils sont vachement bien et ouais, c'est vrai. en fait, ce que je fais, c'est que en fait, du coup, je demande à l'adversaire quand je connais vraiment pas le crew, c'est quoi les règles globales. Donc comment tu attaques, comment tu défends et comment tu te déplaces, pardon, j'ai oublié celui-là et ensuite je prends qui joue et comme je te dis, j'essaie d'identifier des rôles. Je dis: «OK, lui, c'est un support qui soigne. Lui, c'est un mec qui pose des conditions. Lui, il frappe, lui, il tire, et cetera et en fait, je m'en fous de savoir, de quelle manière il sera capable d'avoir des combos pour filer des flips positifs, du focus, du machin, du truc. La seule chose qui m'intéresse, c'est, bah, OK, s'il tire, enfin, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, il aura, soit des tirs supplémentaires, soit des flips positifs, soit un dégât minimum 3, soit enfin, tu vois, c'est pas grave. Le fait est qu'il tire et si j'expose quelqu'un, il le tue. Et après je fais en fonction avec une espèce de vague idée. Et généralement, comme le tour 1, c'est beaucoup de setup, pendant que mon adversaire active ses figurines tour 1, bah, je parcours vite fait le profil au fur et à mesure, avec, sa liste sous les yeux. Et donc en fait, je vois à peu près comme ça. Et c'est pareil, tour 1, généralement, l'adversaire a le temps de setup, à dire: «Ah bah voilà, j'active machin, il file un focus à lui, il le pousse, il bidule». Et donc en fait, tu as le temps de voir les combos. Bon, sauf encore une fois, Ouais, tu trouves? Moi, j'ai toujours franchement, oui. l'impression que de toute façon, à un bon niveau, le Torrent en général, il speed, hein. Enfin, les gens, ils cherchent pas forcément à niaiser, Non, non, ils niaisent pas, mais en fait, c'est le pour, moment où j'avance, je focus, voilà, quelques petites interactions, mais ouais, mais en fait, pas énormément, hein. c'est le moment où tu vois, en fait, les combos de déplacement. C'est là où tu vois les combos de buff, de l'adversaire. C'est là où tu vois les combos de pioche et donc en fait, tous ces trucs-là, tu les vois «sur le tas» entre guillemets tour 1. Bon, sauf D'accord, encore une ouais, je vois. fois, Tara, par exemple, qui est capable de te capturer, tour 1 quelqu'un en ta zone de déploiement. J'ai rien contre Tara, hein, je l'adore, mais ça fait genre typiquement partie des masters où genre si ton adversaire, ne te prévient pas, c'est vraiment un bâtard parce que, le pour le coup, elle fait des trucs vraiment trop bizarres, que tu pas le temps de voir venir littéralement. Mais C'est le cas de le dire. ouais, ouais, mais il y a très peu de masters comme ça dans le jeu.
C'est pas la D'accord. seule, je pense, mais il y en a peu. C'est pareil, Euripide est capable de téléporter quelqu'un dans ta zone de déploiement tour 1 et typiquement, j'ai joué contre quelqu'un qui m'a téléporté Candy dans ma zone de déploiement tour 1, qui est en gros une Alors, je sais pas du tout figurine. ce que fait Candy, Alors c'est quand pas la petite fille ou un truc si, comme c'est la ça? petite fille, elle fait que quand tu t'actives à côté d'elle, tu défausses et tu es stun. Oui, mais du coup, elle meurt au tour 1? N en fait, oui et non, parce que, tu t'actives, tu défausses, elle gagne stun, puis tu gagnes stun, c'est un henchman et en plus, elle fait que quand, et Ah! elle a un trigger qui fait que si tu déclares pas de trigger un trigger défensif, qui fait que si tu déclares pas de trigger contre elle, tu fais -2 dégâts, et donc comme tu es stun, tu Ah peux pas oui! déclarer de Oh trigger. putain! Voilà, c'est ça et en fait, c'est D'accord, je vois. une pièce qui, en fait, est faite pour jouer dans une bulle, en fait, mais Repeat peut la projeter et donc là, Bah, c'est non, mais contre pareil. une bulle plutôt, non? Heu, en fait, elle est censée être dans ta Parce que bulle. du En fait, c'est le crew de oui, c'est ça, oui, Pandora OK, oui, contre OK, OK, je comprends. OK, c'est juste une et en fait, formulation. Ouais, bah, oui, je comprends tout à fait, ouais. voilà et donc en fait, voilà, ça fait partie des rares masters à être capable d'avoir des portées de menaces ouf et de faire des trucs vraiment chelous que tu pas le temps de voir venir. Mais ça, Mmh. globalement, enfin, à moins que tu joues contre quelqu'un qui joue sa vie, en tournoi ou quoi, bah, c'est pas grave, tu vois? Tu le demandes et tout et dans le pire des cas, bah, tu le subis, la partie s'arrête tour 1 et bah, au moins tu as appris des trucs, tu vois? Et tu vas boire des bières. Bah, voilà. Non et en fait, OK. bah, Non, ça m'est déjà arrivé de perdre des masters tour 1 et bah, on joue quand même, au moins 2, 3, 4 tours parce que, ça permet de, comment dire? Bah, déjà d'apprendre à jouer quand tu es derrière, et en vrai, j'ai fait des parties où j'ai tué le master adverse tour 1 et j'ai gagné mais de 1 point la partie parce que c'était vachement serré. En fait, on se D'accord. rend pas Et tu as déjà eu compte. l'inverse? Excuse-moi, non, vas-y, je te laisse terminer, Ah oui, des parties par où tu après. tues le master tour 1 et après tu roules dessus, oui. Non, 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 l'inverse, l'inverse. C'est, des parties où d'une façon ou d'une autre, bah, tu te fais avoir, tu as pas anticipé, ça a chaté ou quoi, ou j'en sais rien. Et tu gagnes. Tu perds ton master ou tu perds une énorme pièce, donc tu es vraiment derrière et tu te dis: «Fuck, j'y vais quand même», et ça passe. Et Et tu beh, arrives à remonter la pente. on peut parler d'une partie où j'ai perdu un cavalier tourin, en jouant contre Perdita. Oui, non, c'est vrai, non, mais, on vient d'en parler Bah, ouais, non, mais c'est tu ça. parlais d'une partie, En que fait, tu perds, par exemple. une partie que quoi? Non, je déconne, que tu perds. Ah, Mais, que je perds? Ah oui, non, non, mais une il y en a eu partie qui plein, pourrait oh là là. illustrer justement la perte d'un master, tu vois? Et non anticipée, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Oui, Est-ce oui, que oui, tu peux oui. t'en remettre? En fait, ça dépend. Typiquement, il y a certains masters qui ont des règles passives, qui font que tout ton crew tourne autour et s'il est plus là, tu as perdu. Malheureusement. Mettons Sandeep 2 par exemple, fait que tout ton crew en fait est immunisé à tes propres, zones de hasard douce, à tes propres shockwaves, à tes propres pulses. Si tu arrives à un moment où tu as foutu des pailleurs partout, des machins partout et que, bah, ils meurent, bah, ça devient beaucoup moins drôle et ça devient chiant. En arcaniste, on a à moins, heu, Damian 1 aussi par exemple, les pets de couilles parce que tu perds, énormément des règles de son crew parce que, tu peux plus tricher avec ta configuration et donc tu peux plus en faire grand chose, et cetera. Attends, tu dis quoi? Damian? Ouais, il a des règles particulières, mais bon, en gros, tu as C'est quelques qui ça, le Ah, nouveau c'est le master nouveau? arcaniste. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tiens, je suis perdu, ça fait 6 mois que j'ai pas joué. OK, ah ouais. Non, mais en fait, Ah, je vois. tu quelques masters où vraiment quand ils meurent, c'est chaud. Tu as d'autres où quand ils meurent, bah oui, tu es affaibli, mais c'est pas la fin du monde. Parce qu'il faut toujours se rappeler que, tuer un master, ça coûte des ressources et bah, si tu as dépensé beaucoup de ressources pour faire ça, c'est des ressources que tu pas dépensées autre part. Et donc, bah, si ton plan, si ton plan de enfin, comment dire? Le plan de ton crew, imaginons que c'était d'avancer très vite sur la table, de marquer le scénario et de machin, et que finalement, bah, tu as dépensé toutes tes actions pour tuer le master adverse et que t'as pas pu avancer, que t'as pas pu machin, et bah, tu mal en fait pour la partie. Alors oui, t'as tué une grosse pièce, mais t'es pas si bien. Et si l'adversaire joue bien, et bah, c'est pas facile. J'ai fait une partie contre Bass 2, qui était joué par je sais plus qui, et bah justement, j'ai tué son Bass très tôt dans le tour, parce qu'il l'avait un peu trop avancé. Et c'était super serré, j'ai gagné 4-3, et tu vois, c'était peut-être la troisième fois qu'il jouait Bass. Donc il aurait mieux connu son crew, j'aurais probablement perdu. Malgré le fait Mmh. qu'il ait perdu son master tour 1. Parce que ça m'a coûté extrêmement cher en fait, ça m'a coûté en gros mes focus sur toutes mes figurines. Derrière, bah, je pouvais pas, refaire un tour de setup parce qu'il a quand même quelques grosses autres pièces derrière
et bah, quand tu as des beaters qui sont tout nus, qui ont plus de ressources et tout, bah, c'est chiant. Ouais, je vois. Donc OK, voilà, donc faut jamais tu peux t'en abandonner, sortir quand même un petit oui, peu. c'est ça. Et c'est pareil, il y a des parties en fait qui sont, gagnées entre guillemets «tour 3», même si, j'ai vu une partie, ah ça pour le coup c'était dans les Malifaux World Series, c'était Lucius, 2 contre Hoffman 2, et en fait à la fin du tour 3, le joueur Hoffman a abandonné alors qu'il avait tué la moitié du crew Lucius parce que, bah, Lucius avait poussé, les marqueurs stratégie, très loin chez Hoffman. Il avait marqué, plein de skim. Lucius était en vie avec 2 points de vie, mais c'est pas grave, il aurait encore pu marquer un ou 2 points, et à côté, le crew Hoffman avait plus de quoi, deny la strat ou marquer la sienne. Parce qu'ils étaient éparpillés, qu'ils pouvaient plus se push les uns les autres, parce qu'ils avaient plus de power token pour se pousser, enfin bref. Et en fait, la partie, bah, elle s'est gagnée au scénario très tôt parce que, bah, c'est pas tout de tuer des gens, il faut aussi marquer. Ouais. Donc c'est pour ça, ne faut pas abandonner, faut pas machin, et bah, pour en revenir au sujet du début, il faut être patient, très patient, et il faut pas chercher à activer ces grosses activations quand on sent qu'elles ont pas beaucoup d'impact. Honnêtement, c'est très souvent, j'ai pas envie de donner un pourcentage pour pas me planter, mieux de activer une grosse figue tard et de juste focus, plutôt que de l'activer tôt et de, bah, pas faire une activation de folie parce que, bah, soit t'as pas les cartes, soit t'as pas de personnes à porter, parce que l'adversaire s'est bien planqué, soit, tu vois? Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, donc le côté, gérer sa frustration de ne rien faire avec une figurine, qui est supposée être centrale, quoi. Oui, mais en fait, faut pas voir ça comme une frustration, faut voir ça comme, et bah, un puzzle un peu. C'est de dire: «OK, l'adversaire se Mmh. planque, il se planque bien, il a raison de se planquer». Parce que, enfin, on peut jouer au jeu en disant que, bah, vas-y, on joue, on se charge, comme des débiles nos figurines au milieu du terrain. Donc oui, c'est peut-être satisfaisant, mais finalement, c'est pas le cœur du jeu. Et donc en fait, si tu n'as rien apporté d'attaque de tes beaters, c'est ou que tu es mauvais, donc faut que tu t'améliores, et c'est pas dénigrant en fait de dire que tu es mauvais, c'est juste que, bah, OK, tu pas assez bon, ou alors ça veut juste dire que l'adversaire est bon, et dans ce cas, bah, c'est cool parce que tu vas avoir un match intéressant, en fait. Et que, bah, quelquefois, tu as un match où il peut rien se passer pendant 2 tours parce que tu te renifles les fesses, que tu te tournes autour et que tu te grognes un peu, et puis après tour 3 ou 4, il y a quelqu'un qui charge et puis, il y a 4 morts en un tour, et tu vois ce que je veux dire? Donc Non, faut je comprends, je comprends. Ouais, donc c'est vraiment une question, ouais, de patience, moi aussi, ouais, de savoir peut-être, bah, c'est un peu tout le sujet de ce qu'on vient enfin de ce podcast, on va dire, ce podcast. C'était d'apprendre en fait à quantifier, un peu, toute la partie invisible de l'activation. C'est-à-dire le gain potentiel que tu peux avoir de ne retarder ou de ne pas jouer à son plein potentiel une figurine, quoi. c'est ça. Et ce gain qui est matériel, qui est, en contrôle, par rapport à ton adversaire. OK, Oui. bon, ça me semble pas trop mal. Je pense qu'on a commencé à faire un peu le tour du sujet. Il y avait éventuellement autre chose dont tu voulais parler ou ça a ré parce qu'il me semble que ça a à peu près résumé ce qu'on s'était dit la semaine dernière? Ouais, c'est ça. Bon après il y a d'autres trucs, mais on pourra parler dans, des numéros suivants, sur, bah, justement, les cartes, la gestion des ressources. On avait parlé pas mal de qu'est-ce qu'on fait quand on a une main, vraiment nulle en début de tour, et Ah oui, ouais. du coup, c'est un sujet intéressant, mais Beh, je pense que ça pourrait être le sujet pour un voilà, un prochain podcast ou enfin bon podcast, c'est comme si on fait semblant que c'est préparé, mais ça l'est pas du tout, hein, c'est vraiment le café du commerce. Donc bon, on en parle, je sais pas, la prochaine fois. ouais, ça marche, bah, faisons ça. OK et ben sur ce, bonne soirée à tous, bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez ces nos conneries et à la prochaine. Ouais, salut à Salut, tous. Eldrim. Salut à toi. Bye.